rare qu'on prend le temps de tous s'arrêter et écouter avec intérêt. Et c'est vrai, parce qu'on est dans un monde d'images, puis c'est sûr que quand on veut vivre une expérience, quelle qu'elle soit, la plupart du temps, ça passe par le premier sens de la vue. Vous mettez vraiment l'accent sur le son, et le son, ça génère beaucoup d'émotions. Dans les notes que j'avais vous concernant, je voyais qu'il y avait un jeune garçon de 8 ans qui a vécu une reconstitution sonore, et il vous a dit que c'était franchement mieux que le jeu Assassin's Creed. Donc déjà là, je pense que ça parle beaucoup. Est-ce que vous estimez qu'on ne consacre pas assez d'attention et de temps et qu'on n'investit pas suffisamment sur le son en général? Oui, j'ai l'habitude de parler sans micro. Alors oui, pour moi, c'est essentiel de reprendre contact avec nos oreilles. C'est pour ça que je milite pour le son en collectif. Alors oui, j'aime bien les technologies où on peut mettre un casque et on peut le binaural, ça peut être intéressant. Mais le son en collectif est intéressant parce que justement, on a une expérience tous ensemble et on a tous un ADN qui est avec nous, avec nos propres références sonores et nos propres références sensorielles, de par notre parcours. Et ce qui va me faire vibrer ne vous fera pas vibrer et vous fera peut-être vibrer vous. Et c'est ça qui est intéressant dans le sensoriel collectif. Donc il faut réadapter et réécouter le monde. Systématiquement, quand on me demande une fresque sonore, je dis ok, d'accord, vous venez avec moi, on va s'installer, on va écouter le lieu, sans faire de bruit, le lieu où vous voulez faire du son. Parce que ce lieu-là, il a une identité et il a déjà une caractéristique sonore. Et nous, on va mettre quelque chose à l'intérieur, donc il faut savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Et il faut vraiment, aujourd'hui, reprendre contact avec tous nos sens. Moi, je parle des oreilles, mais franchement, le nez, c'est pareil. Hein. On a toutes nos qualités qui sont complètement appauvries parce qu'on ne veut pas faire de vagues, on ne veut pas être frustré, abîmé. Aujourd'hui, on parle du bruit, et ça a une caractéristique de nuisance. Mm-hmm. Mais le bruit, sa caractéristique, c'est simplement qu'il ne peut pas être découpé en une fondamentale et puis des harmoniques au-dessus, hein, c'est tout. C'est physique, mais c'est pas nuisible, c'est pas une nuisance. Donc le son est un matériau qu'on aurait intérêt à utiliser davantage, oui. C'est ce que vous dites. Oui. Oui. Vous faisiez allusion justement aux autres sens et on va revenir à la Cité du vin de Bordeaux. Si vous voulez bien donner le micro à Mme Marchador. Donc, oui, vous avez travaillé très fort. Il me semble que c'est très audacieux et très, très innovant ce que vous avez fait comme proposition parce que tous les sens sont sollicités. Je vais revenir sur l'effet wow, parce qu'on l'a beaucoup cité. C'est un peu, comment dire, ça peut être tyrannique l'effet wow. Hein. Chercher l'effet wow, ça veut dire quoi ça, un effet wow? On cherche à être épaté, mais il peut y avoir une surenchère, on en veut toujours plus. Comment on évalue un effet correct? Alors effectivement, je vous ai laissé sur la question et si on faisait plus waouh, mais pour moi c'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif le waouh, parce que on est chacun différent et parce que chacun va recevoir ce qu'on lui propose de manière totalement différente. Et on a des gens dans les évaluations, moi-même cette expérience polysensorielle, je l'ai fait plusieurs fois avec plusieurs médiateurs différents. J'ai jamais ressenti la même chose et pourtant c'est la même expérience. Donc c'est pas rechercher l'effet waouh. Pour moi, l'effet waouh, il pourra arriver chez quelqu'un si au départ, on a pris le temps de s'interroger sur le sens, on le dit depuis le début, bien entendu, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut proposer pour les publics, bien entendu, on travaille pour eux, et être vrai. C'est-à-dire être en lien avec l'ADN de sa structure, et si on est vrai, on pourra aller chercher peut-être un effet waouh. Parce que quelqu'un va le recevoir comme un cadeau qu'on lui fait à lui. Mm-hmm. Voilà. Mais bien entendu, c'est pas une fin en soi, et donc il va falloir que je réponde aux gens qui veulent du waouh. Oui, qu'on va plutôt faire du vrai. Oui. Et est-ce que le polysensoriel est une tendance qui semble vouloir se dégager ou émerger de façon plus marquée, à votre avis? Est-ce que vous connaissez d'autres institutions muséales qui ont une approche semblable? Alors, le polysensoriel, il y en a pas forcément dans les musées. Alors, de plus en plus, on a en France un musée qui est assez exemplaire sur l'olfaction aussi.
qui est le Musée international de la parfumerie à Grasse, qui fait des choses extraordinaires. Nous, on travaille aussi sur l'olfaction. On sait que l'olfaction, elle est liée à la mémoire. C'est l'histoire de la Madeleine de Proust. Donc, je pense qu'on a intérêt à effectivement multiplier les canaux pour les développer, effectivement, refaire confiance à son oreille, refaire confiance à son nez, pour pas être dans un tout visuel, être dans du sensible, être dans du charnel, et ressentir les choses aussi dans son corps. Par contre, la question du corps, dans l'expérience de visite, c'est une question qui est de plus en plus importante, de plus en plus réfléchie. Est-ce que ça rajoute une couche supplémentaire de difficultés et une couche supplémentaire de dépenses et de coûts? Parce que, évidemment, plus ça se complexifie, plus ça se détaille de différentes façons, ben, ça s'ajoute au reste, là. Est-ce que on est un peu condamné à dépenser un gros budget là-dessus sur une exposition qui va durer longtemps et du coup, on perd un peu de budget ailleurs? Parce qu'il me semble que la machine est un peu plus lourde à financer, non? Alors forcément, si on veut s'adresser à tous les sens, ça veut dire multiplier effectivement les manières. Après, il y a sûrement des combines et des choses intelligentes et du bon sens à faire. Encore une fois, il faut du temps. J'aimerais ça maintenant entendre et M. Bourdage et Mme Liret sur l'expérience immersive. Vous avez un micro pour vous, M. Bourdage, ici, Mme Liret, là. C'est entendu que si on veut amener les gens dans l'Arctique ou si on veut amener les gens sur la mer, sur un bateau, on ne pourra pas le faire dans les faits. Donc, l'immersif, il est parfait. Est-ce que ça voudrait dire que selon certains types de musées, faut se rendre à l'évidence qu'un jour, l'immersif total va être la solution si on veut vraiment faire connaître l'expérience totale aux gens, ou s'il y a d'autres façons de s'en sortir? Je dirais que nous, dans notre cas, c'est fondamentalement, on est un musée d'histoire, donc on parle d'expériences, c'est ça, du passé qui sont plus disponibles aujourd'hui, qu'on imagine, qu'on fait des recherches dessus, qu'on essaie de se rapprocher. C'est sûr que nous, directement dans la région, il y a toujours possibilité d'aller en mer. Puis dans un sens, le musée aussi, dans sa région, quand les gens font un choix aussi de venir nous voir, ils peuvent choisir de faire une sortie en mer directement qui fait appel au sens. Dans un sens, nous, dans notre cas, on ne vit pas nécessairement dans un écosystème qui est uniquement muséal. Fait que, dans un sens, nous, ça a été une façon, je pense, de nous démarquer, de proposer quelque chose de nouveau aux visiteurs qu'ils n'avaient jamais vu. Puis au plan historique, simplement de pouvoir représenter de manière très réelle, concrète, une réalité que par d'autres dispositifs, on aurait pu traduire par des mots ou par des images. Puis je pense que aussi le fait de se rapprocher de la fiction, dans un sens, ouvre beaucoup de portes, dans un sens, faire de l'humour, faire des formats aussi un peu plus courts. Je pense que ça, c'est quand même beaucoup apprécié aussi. Oui. Juste une petite note, puisque vous faites vivre aux gens l'expérience d'une sortie en bateau, en mer. Comment vous avez calibré la capacité d'absorption de mouvement là, de vos gens qui allaient avoir les lunettes sur les yeux? Parce que je l'ai essayé, votre truc, c'est vraiment agréable, puis c'est pas dérangeant. Je suis allée souvent sur des voiliers, je sais que ça peut être pas mal autre chose. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout le pied marin, qui ne sont pas capables. Est-ce que vous avez tenu compte de cette réalité-là quand vous avez conçu votre... Oui, tout à fait. Au départ, le médium aussi de la réalité virtuelle peut causer des inconforts chez un certain nombre de personnes. Fait que le choix du sujet d'avoir un bateau, dans un sens, on venait doubler un peu nos chances d'avoir du monde peut-être malade. Fait qu'on voulait pas ça. Évidemment, c'était pas l'expérience qu'on voulait faire vivre. Fait qu'on a beaucoup calibré, le fait le tangage du bateau, puis on l'a réduit, en fait. Ah oui? Dans les premières versions, entre autres, on a une scène de tempête, puis on a délibérément fait la tempête quand même assez douce, parce que dans la première version, on l'essayait, puis là, le monde, il finalement le pour vrai. Ah. Et de votre côté, Mme Liret? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté du sujet
quand en fait l'Institut de recherche est venu vers nous en disant voilà, on voudrait vraiment développer ce type d'outils avec quelque chose d'assez innovant. L'objectif, en fait, c'est aussi qu'il y ait de l'interaction entre les gens. Donc, au début, dans la liste des sujets qui ont été proposés en interne, évidemment, il y avait nager avec les dauphins, aller voir les baleines, voilà, nager sur un récif corallien. Et puis finalement, on s'est dit, mais l'objectif, c'est aussi de partager, en fait, faire vivre quelque chose que les gens ne pourront jamais vivre, aller découvrir, en fait, finalement, un écosystème, voilà, qu'ils n'auront jamais la chance de voir. Donc, on a fait ce choix-là. C'est pas l'expérience, elle est très particulière parce qu'il n'y a rien de spectaculaire. C'est vrai que là, on n'a pas le mal de mer, tout va bien. Elle est même assez soft, elle est même assez zen. En fait, le retour des gens, quand ils vivent cette expérience, ça dure 12 minutes. C'est vraiment d'avoir vécu quelque chose de très zen. Et en fait, le message que l'on souhaitait passer, finalement, de cette problématique du changement climatique et de l'évolution des écosystèmes, le message est bien perçu et le vivre de manière positive. Parce que l'objectif, c'était pas non plus ils enlèvent le casque, ils dépriment, ils prennent la corde et c'est fini. Non, là, pas du tout. Justement, c'est même une prise de conscience. Et puis de les amener à réfléchir après à ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est un outil, je pense qu'on n'aurait pas pu le partager de cette manière-là avec un autre moyen. On aurait pu imaginer faire un documentaire ou une table interactive ou un autre outil. Je pense que la finalité n'aurait pas, en tout cas la perception n'aurait pas été la même. C'est plus puissant. Vous me faites penser à ce documentaire immersif dont vous avez peut-être tous entendu parler, où on fait vivre aux gens la réalité d'un réfugié. Alors, quelqu'un qui quitte son pays, puis la caméra subjective fait partie d'un groupe de réfugiés qui s'enfuient. Alors, c'est vraiment... Et même, on faisait vivre aux gens l'expérience, on avait le casque, mais on marchait dans le sable. Alors, pour vraiment faire sentir qu'on était partie prenante. Un documentaire ne pourrait pas faire ça. De toute façon, il y en a plein de documentaires sur la question qui ne produisent pas cet effet-là, alors que les gens sortaient de cette expérience de quelques minutes, finalement, secoués parce qu'ils avaient vécu la chose. Alors, vous faites vraiment plonger les gens dans la réalité de l'écosystème qui change. Ouais, exactement. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on a eu beaucoup de familles en fait, qui sont venues vivre cette expérience, puisqu'en fait, on a 4 casques. Donc, une famille, les parents, les 2 enfants, en fait, peuvent partager ce moment. Et en fait, on voyait dans la vidéo, en fait, on interagit. On peut interagir, on peut faire des selfies. Alors, les gens se prennent en selfie. Du coup, ils peuvent avoir des informations sur les espèces qui sont autour d'eux. Il y a tout un ensemble d'éléments aussi qui vient accompagner, qui rajoute en contenu, et puis aussi en moment, une expérience qu'on peut partager ensemble. Oui. Donc c'était vraiment d'avoir quelque chose, pas d'individuel, on est dans sa bulle, on met le casque, on s'assoit, et puis voilà. Donc en fait, ils restent debout, ils se déplacent, ils peuvent se regrouper tous les 4 pendant la plongée, ils peuvent, voilà. Du coup, en fait, il n'y a plus de câble. Donc en fait, c'est un sac à dos. La batterie est en sac à dos. Oui. Voilà. Et donc ce n'est pas des appareils photo. En fait, c'est un vrai casque de réalité virtuelle globale. Oui. Je vous rappelle que si vous voulez vous adresser à nos panélistes, vraiment, c'est ne pas vous gêner, approchez-vous des microphones. Moi, je vais enchaîner en disant que vous répondez à la question, finalement, ou à l'objection qu'on entend souvent, que la réalité virtuelle, immersive, isole les gens. Alors là, vous avez la réponse. Ouais. C'est possible de rester connecté. Exactement. Là, en fait, l'objectif, c'est vraiment de rester connecté. C'est vraiment, c'était un des enjeux, nous, dans la commande, dans la discussion qu'on avait avec cette équipe de recherche, c'est de dire, il faut que ça soit pas une expérience individuelle, mais une expérience partagée et que les gens soient connectés. Et donc ça, c'est assez chouette parce que même des gens qui se connaissent pas, en fait, qui vont vivre l'expérience ensemble, en fait, quand ils enlèvent le casque à la fin, ils échangent ensemble et ils débriefent en se racontant, t'as fait quoi et comment c'était. Ok, c'est vraiment interactif finalement. Oui, on vous écoute. Bonjour, j'ai une question pour Madame Bordeaux. Vous avez parlé tantôt d'un thème qui m'a beaucoup intrigué, c'est l'expérience du corps dans l'exposition. Est-ce que vous pourriez développer là-dessus, s'il vous plaît? Dans le parcours permanent, du coup, peut-être, c'était ça? Oui. Oui, j'ai pas développé. Il a été fait le choix d'effectivement varier les approches
moi, je n'étais pas là sur la conception de ça, mais en tout cas, le résultat est là. Pour que chaque module thématique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de sens de visite. Donc chacun fait comme il veut. Si quelqu'un veut faire que ce qui est assis, il peut faire que ce qui est assis. Mais l'idée, c'était de varier aussi la manière dont le corps est. C'est-à-dire que de temps en temps, je suis assis, je regarde. Et c'est tout, je contemple. De temps en temps, je vais être debout. De temps en temps, c'est moi qui vais aller agir, je vais manipuler. Et de temps en temps, je vais même être couchée, carrément. Alors, c'est pas évident de coucher des gens dans un musée. Enfin, coucher, c'est assez intime, a priori. Mais là, voilà, c'est quelque chose d'assez poétique et onirique. Et les gens Bon, il y a des gens qui s'endorment, hein, il faut le dire. Mais, bah ouais, quand on est couché, on dort. Donc voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on le disait, comment recevoir... Il n'y a pas de recette magique pour moi de dire, voilà, on va mettre tel ingrédient, et là, on a une expérience qui est absolument réussie. On ne peut pas savoir, on ne peut pas présager de comment elle sera. Et par contre, s'adresser aux visiteurs aussi dans son corps, je pense que c'est quelque chose vers lequel il faut aller réfléchir. Et quel commentaire vous entendez le plus souvent? Qu'est-ce qu'on vous fait comme observation suite à ces expériences-là? Alors, sur l'expérience polysensorielle, l'atelier, c'est détente, zen, convivial, un bon moment, un moment unique, une parenthèse. Voilà, c'est quelque chose de... On a vécu quelque chose, on l'a déjà dit hein, au cours des 3 jours, quelque chose qu'on ne peut pas vivre ailleurs. Voilà. Et puis, alors sur les évaluations sur le parcours permanent, c'est assez contradictoire. Ah oui? Oui. On a, notamment sur la liberté du parcours, on a, c'est génial, on peut faire dans le sens qu'on veut, enfin, on ne nous prend pas comme des moutons. Et on a des, au secours, on est perdu. Ah. Okay. Mais c'est quoi le sens? Mais il n'y a pas de sens. Ah bah oui, mais comment je fais? Faut choisir. Et là, on met les visiteurs face à leur choix. Et c'est compliqué. Et puis sur les contenus, on a aussi différentes choses. Des gens qui disent effectivement trop numérique. Alors je le disais sur le parcours, c'était prévu, la présence humaine dans le parcours. Ça a été dans une étape du projet. C'est tombé à la trappe. Et là, on le voit sortir dans les évaluations et les gens ont besoin d'avoir quelqu'un, d'avoir une présence au-delà de où sont les toilettes, mon truc marche pas. Donc les médiateurs, animateurs, c'est extrêmement important. Donc on est dans cette réflexion-là aussi maintenant. Oui. D'ailleurs, quand on voit justement, on avait les images, Mme Lira, on voyait l'animatrice qui d'ailleurs, ils doivent adorer faire ça, hein, une mise en scène comme celle-là, et ça doit être assez un plaisir pour vos animateurs de faire cette présentation-là. Alors c'est intéressant cette animation parce que c'est vrai que ça associe vraiment l'humain. Oui. Mais l'humain qui propose une expérience inédite, hein, d'aller à la découverte de ce plancton en fait qui est microscopique. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai échange avec la salle. Alors ce qui est surprenant, c'est à chaque fois les remarques à la fin de l'animation. Les gens viennent et généralement disent « Ah là là, mais il y a ça dans l'eau de mer, c'est pas possible. Quand je bois la tasse, j'avale tout ça. » Non mais c'est même... Ouais. Oui. Et du coup, il y a une curiosité, alors que le plancton, je pense que voilà, les gens, ils arrivent à Oceanopolis, je pense qu'il y a 90% des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le plancton, et ils repartent, et ça devient des passionnés de plancton. C'est vraiment incroyable. Là. C'est pas un sujet très sexy, on s'entend le plancton. Mais bon. Mais avec votre présentation... tout dépend comment on le voit. Voilà, avec votre présentation, ça le devient vraiment. C'est un peu... je pense que la manière dont on présente, c'est vrai qu'aller parler du plancton, avoir un cours sur le plancton, je pense que c'est pas sexy du tout. Oui. Et là, la manière dont on partage ça, dont on fait vivre ça, ça change complètement le regard. Ouais. Est-ce que ça a été long, le parcours d'élaboration, de conception de cette approche-là, par exemple? J'imagine que c'est très fouillé. C'est assez long parce qu'en fait, du coup, des modèles de plancton, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Donc,
Il y a peu d'équipes dans le monde qui travaillent sur le plancton. Il se trouve qu'on a la chance, c'est qu'à côté de Brest, il y a une équipe qui, donc voilà, c'est vraiment des experts. La production d'un modèle 3D de plancton, ça demande du temps. Donc nous, on voulait avoir assez de variété, donc on poussait un peu. On leur disait, allez, faites-en d'autres, ce serait bien, un peu d'animal, un peu de végétal. Et puis après, il y a l'habillage. Il y a nous ce qu'on avait envie de raconter. Donc il faut mettre de la couleur, il faut habiller, on a envie de faire tel geste. Et en fait, l'animatrice, elle a... en fait, c'est une kinect, hein, pour ceux qui connaissent la Wii ou les box. Hein. Oui. En fait, quand elle manipule, son mouvement est reconnu par une kinect. Hein, et en fait, ça déclenche et elle dialogue avec l'ordinateur et elle demande à l'ordinateur de faire apparaître telle espèce à l'écran. Et du coup, telle espèce apparaît et elle peut la manipuler, expliquer comment ça fonctionne, son mode de vie. Donc un projet comme ça prend 2 ans. 2 ans, facilement, c'est ça. Mais on parle vraiment, idéalement, d'une application qui va durer longtemps. C'est pas une exposition temporaire, c'est permanent. Ça. Non, alors ce qui est intéressant, c'est que ça peut être déployé partout. C'est très, très simple. Hein. En fait, il faut une salle comme ça, là, on pourrait faire l'animation plancton 3D. En fait, il faut juste, du coup, avoir les outils informatiques, le système, voilà, et puis après... la personne qui est à même de raconter, en fait, de partager ça. Hein. L'humain, il est essentiel là aussi, hein. Mais c'est quelque chose qui est exportable, on peut partager sans problème. Je me demandais, à partir du moment où on a décidé de plonger dans l'aventure immersive, la réalité virtuelle, est-ce qu'on est un peu condamné à toujours aller dans cette direction-là? On ne peut pas reculer après? C'est un peu compliqué, ça. Hein. Alors moi j'étais un peu comme cet après-midi la non-mais en fait. Moi je considère que pour la nature en fait le contact est essentiel. Hein. L'immersion dans la nature c'est quelque chose de fort et je pense que ça c'est voilà on peut pas remplacer ça donc je me disais bon le virtuel l'immersion bon, après ça va jamais remplacer le contact. Je pense que le lien à la nature il est nécessaire. Alors, en fait, les choses s'inversent, c'est-à-dire que du coup, finalement, ce volet immersif incite les gens à aller au contact de la nature, ce qui est assez intéressant. Okay. Donc, plutôt que nous, voilà, dans des équipements comme Oceanopolis ou comme d'autres centres de sciences, on a souvent tendance à dire, en fait, le contact à la nature va amener les gens dans des centres de nature. Et là, finalement, les choses s'inversent. Parce que les gens, après, quand ils sortent de chez nous, par exemple, en ayant vécu une expérience comme ça, se disent « Ah, mais je vais regarder différemment, puis je vais retourner à la plage. Là, dès ce soir, il faut que j'y aille. Je vais aller regarder ce qui vit dans le sable. Je vais regarder dans l'eau si je vois des choses. Du coup, voilà, il y a vraiment une envie de retourner et d'être en contact direct. Merci. Monsieur Blanchard, c'est ça? C'était pour continuer sur l'expérience du plancton. En fait, je me demandais, parce qu'on aurait pu faire une interface beaucoup plus simple pour manipuler tout ça. Et en fait, quand je la voyais, j'avais l'impression que c'était un petit peu la même chose que quand on voit un spectacle de dauphins. Et il y a l'entraîneur qui est à côté. Et je me demandais, en fait, si votre réflexion, quand vous l'aviez créée, c'était un petit peu dans cette démarche-là, de quelque part de rapprocher de d'autres expériences qui avaient été dans les aquariums pour un petit peu... donner cette dimension spectaculaire à quelque chose qui est microscopique à l'origine. Je ne sais pas. Non, pas du tout. Là, c'est très pratique. Hein. En fait, si on fait des petits gestes, en fait, on n'arrive pas à donner du mouvement en fait aux modèles qui sont à l'écran. Donc du coup, on est obligé de faire, l'animatrice, la médiatrice est obligée de faire des grands gestes. Mais ce qui est assez intéressant, parce que ça prend une autre dimension, elle occupe l'espace, elle partage réellement avec le public. Et je pense que ça devient quelque chose d'assez fort. Hein. Et nous, on se disait aussi, par rapport au jeune public, ils vont détester ce genre de choses, parce que bon, voilà, on explique le plancton, comme on disait, c'est pas très sexy. Donc, mais non, mais finalement, les enfants, ils adorent. Puis alors, c'est des noms incroyables, les espèces de plancton. Donc, voilà, c'est assez magique. Hein. Et du coup, il y a un côté, oui, assez magique, assez sorcière. Hein. On raconte des choses incroyables qui se passent dans l'océan. Oui, donc je vois que vous êtes vraiment convaincu de la pertinence de votre outil, là, même si vous étiez un peu réticente au début. Maintenant, vous êtes vraiment persuadé et vous voyez l'effet. Je ne sais pas pour autant si on va continuer. L'idée, c'est de trouver le sujet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que déployer de faire du numérique pour faire du numérique, non. En fait, il faut trouver le sujet pertinent. Quelle va être la valeur ajoutée, quel est le message qu'on va partager. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on est en train de réfléchir, mais on ne sait pas du tout si on va... Voilà, il faut vraiment que
il faut qu'il y ait vraiment un intérêt par rapport au sujet et qu'on puisse vraiment, qu'il y ait une valeur ajoutée, qu'on ait ça, on n'aurait pas pu faire partager ça autrement. Autrement que, oui, je comprends. Oui, madame. Bonjour, c'est une question pour madame Marchadour. Est-ce que l'approche polysensorielle qui a été développée vous a permis d'avoir peut-être une audience un peu plus large, notamment, je pense, aux personnes en situation de handicap, de toucher un public plus divers? Oui, tout à fait. Et enfin voilà, je suis référente accessibilité aussi sur le site, donc forcément ça, ça me parle. C'est une démarche qui effectivement qu'on essaye. Alors il y a cette expérience-là, mais qu'on essaye de mettre dans les autres ateliers qu'on propose aussi, justement parce que en multipliant, même si nous en manque un de sens. On peut s'en sortir entre guillemets. Enfin, je trouve pas de meilleur terme là tout de suite, même s'il n'est pas joli. Ça effectivement permet de lisser les éventuelles difficultés. Et de toute façon, on est sur quelque chose qui est extrêmement polysensoriel. Donc, on fait ce polysensoriel avec cet écran à 360. Il a été fait à l'aveugle et il y a eu une émotion, il y a eu des choses qui se sont passées aussi. Voilà. Donc oui, bien sûr, c'est une entrée universelle. Merci. Merci beaucoup. Dans une des choses qui a été soulevée par une de nos participantes, quand on parlait du non-mais, où on avait une espèce de réticence, quand on veut vivre une expérience un peu plus contemplative, un peu plus retirée en soi-même, je m'adresse à vous, Madame Pardoen, est-ce que l'utilisation justement de l'outil sonore en soi et par lui-même n'est pas un outil qui favorise cette expérience d'intériorité? Alors, c'est vrai que lorsqu'on se retrouve avec la matière sonore, on va se focaliser plus sur ses oreilles et systématiquement on va fermer les yeux. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi ou les jeunes, je fais beaucoup les fêtes de la science avec des publics d'enfants qui ressortent et ils ont quand même une tendance eux aussi à ouvrir leurs oreilles. Tout à l'heure on parlait justement des enfants, comment ils reçoivent l'immersion complète. Mais avec le son c'est pareil. Il y a des classes qui viennent, je leur présente mon travail d'archéologie du paysage sonore, je leur fais découvrir des sons du passé qui sont encore dans notre présent, mais pas forcément, sur lesquels ils ne sont pas forcément habitués. Et ensuite, les instituteurs, systématiquement, me font un petit bond en me disant « C'est fou parce que mes enfants, enfin, leurs élèves, ils écoutent. Sitôt qu'ils sortent, ils écoutent différemment. » Donc, vraiment, faire une expérience sur la sensorialité, alors moi c'est les oreilles, mais ça pourrait être polysensoriel, ça nous ouvre sur le monde. C'est pas forcément qu'on n'a pas la possibilité, c'est que dans notre quotidien, on se contraint à rester au fond de nous-mêmes. On est contraint à rester là, voilà. Je veux surtout pas m'ouvrir, je veux pas écouter ce qui se passe à côté, je veux pas sentir. Et d'un seul coup, on dit, mais attends, t'as des oreilles, t'as un nez, t'as le tactile, et ben, il faut faire avec ça. Et c'est tout un monde que l'on découvre. Et alors, quand on a des jeunes publics, c'est bien parce qu'on peut ouvrir cette porte-là, et elle risque de s'entrouvrir et peut-être de rester ouverte. Pour un adulte, c'est plus difficile, parce qu'il va vivre l'expérience, et après, tout de suite, oula, mon Dieu, j'ai découvert quelque chose, je re-rentre dans ma coquille et je ne m'ouvre plus. Là, c'est plus difficile. Mais oui, c'est très, très à l'intérieur, mais ça permet, cette expérience intérieure, de nous ouvrir aux autres. Mais quand on parle de capacité d'attention soutenue des enfants, on déplore souvent qu'elle est de plus en plus petite maintenant. Est-ce qu'ils sont capables, de ces enfants d'âge scolaire, de s'immerger dans le bruit et d'y rester sans être distraits puis partir ailleurs? Alors, moi, les séances, par exemple, là, je vais faire les fêtes de la science, les séances font à peu près 30 minutes. 30 minutes? Oui, il y a 30 minutes. Donc, pendant une bonne dizaine de minutes, je leur explique ce qui va se passer. Oui. Ensuite, ils ont une vidéo avec le sonore. Donc, je leur
recontextualisent ce qu'ils vont entendre ou ce qu'ils sont en train d'entendre. La deuxième séquence, c'est la même séquence, mais je ne dis rien, puisqu'ils ont les clés d'écoute. Et la troisième, j'enlève le visuel, et comme ça, ils ne sont qu'avec le son. Donc, ils l'ont écouté 3 fois, ils savent ce qu'ils peuvent écouter, ce qu'ils peuvent découvrir dans la fresque sonore, et ça leur permet d'avoir déjà une mémoire auditive qui est plus affinée. Mais oui, ça dure à peu près 30 minutes. Et les petites classes ne bougent pas. Où ça commence à remuer, en fait, c'est les publics les plus traîtres, c'est ceux qui, pour nous, en France, qui sont équivalents au lycée. Alors, je ne sais pas c'est les adolescents, quoi. C'est le mauvais âge. Bon, ils sont révoltés contre tout le monde. Et là, c'est plus difficile. Et après, ça reprend. Je vois, j'ai des classes universitaires qui reviennent. Et là, c'est plus difficile parce qu'ils se disent qu'ils ont perdu quelque chose. Donc, ils se sont déjà renfermés sur eux-mêmes, ils aimeraient s'ouvrir, et ils s'aperçoivent quand même que le fait de se renfermer sur soi, ils ont perdu un petit quelque chose. Intéressant. Donc, c'est très intérieur aussi comme approche. Monsieur Bourdage, je voulais voir aussi, parce que je ne vous ai pas posé la question, dans l'expérience que les gens font quand ils font leur sortie en mer sur la Gaspésienne, mais bien assis sur leur tabouret, qu'est-ce que les gens vous font le plus souvent comme commentaire au sortir de cette expérience-là? Je pense que c'est la surprise au départ. Je pense que la technologie est encore un peu nouvelle, en fait. Puis, je pense qu'on vit aussi avec certaines préconceptions. Dans le fond, il y a toutes sortes d'approches aussi qu'on peut prendre pour la réalité virtuelle. C'est un médium qui est jeune, qui peut prendre vraiment plein de directions. Fait que je pense que dès le départ, le choix des acteurs, la mise en scène, ça va pas de soi nécessairement. Puis je pense qu'ils apprécient beaucoup l'humour. Ils ont passé un bon moment. En fait, le commentaire qu'on reçoit le plus souvent, en fait, je suis pas mal content. Je pense qu'on a visé juste là-dessus. C'est que souvent, les gens nous disent que c'était trop court. Trop court? Oui, fait que c'est souvent, c'était juste trop court. Fait que je Et pense ça dure combien de temps? Ça dure 9 minutes. Combien? 9 minutes. 9 minutes. Eh bien, OK. Fait que ça, j'apprécie. On s'est rendu juste au bon moment avant que les gens perdent leur attention, parce qu'on sait aujourd'hui comment c'est difficile de garder l'attention des gens longtemps. Fait que je pense que le médium permet ça aussi, comme une certaine immersion totale, peut-être d'aller chercher des durées un peu plus longues. Bien.